Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Lorsque Kinshasa est enrhumée, Brazzaville éternue et même la sous-région des Grands Lacs a le cœur qui bat la chamade, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame invitent la classe politique de la République démocratique du Congo à maintenir le dialogue afin de préserver les acquis de la paix. Les deux chefs d'État se sont rencontrés au Congo-Brazzaville. Au sommaire également, on attend des miracles. Il n'en est pas encore jusqu'ici question dans la commune Kassavubu, croisement Gambela-Dibaya. Chinois et Congolais mettent depuis 48 heures des bouchées doubles sur le lieu du sinistre. À côté de l'immeuble affaissé, une famille est en deuil. Les pertes en vies humaines s'élèvent à 6 morts. Les opportunistes ont trouvé l'occasion de piller. Invité du journal de ce soir, Jonas Tchombela, il est le coordonnateur de la nouvelle société civile. Monsieur Jonas, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons commenter l'actualité. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, une forte délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies arrive en République démocratique du Congo le 11 novembre prochain. Le programme prévoit des rencontres avec des officiels, des opposants et quelques membres de la société civile à Kinshasa et aussi une visite à Beni au Nord Kivu. À Kinshasa, la capitale, il s'agira notamment d'évaluer l'application de la résolution 2277 de l'ONU après la fin du dialogue de la Cité de l'Union africaine et le sommet de Luanda. La situation en République démocratique du Congo a été évoquée ce matin à Brazzaville entre Denis Sassou Nguesso et son homologue rwandais Paul Kagame. Dans un communiqué, les deux chefs d'État ont invité l'ensemble des forces vives de la République démocratique du Congo à maintenir le dialogue afin de préserver la paix et garantir un processus électoral juste et équitable. Ils l'ont fait savoir, c'était ce vendredi au deuxième et dernier jour de la visite du travail au Congo de Paul Kagame entamée depuis hier jeudi. La formation du gouvernement de la transition est presque imminente. En principe, le poste revient à l'opposition qui a participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Au sein de cette composante, on indique que les démarches formelles et informelles pour désigner le candidat Premier ministre sont très avancées, mais Corneille Mulumba, porte-parole des pionniers de l'UDPS et l'un des délégués de l'opposition au dialogue, déclare en tout cas que ce poste revient de plein droit à l'UDPS. Félix Ilunga et Théodore Chitoli. Des discussions intenses sont en cours pour la formation du gouvernement de transition. Des noms sont cités en coulisses au sein de la composante opposition pour désigner l'homme qui présidera à la destinée des Congolais jusqu'aux élections prochaines. Pourquoi pas? Les tractations sont en cours. Indépendamment de tout le reste, bon, les gens continuent. Les contacts sont là et on échange. Et je suis convaincu que il y a des propositions de gouvernement au moins 2, 3, 4, c'est pas 5. Et que les petits agencements sont en cours. Moi, il n'y a pas de raison majeure pour que ce n'ait pas lieu. Peut-être qu'il faudra rajouter une semaine ou en plus, c'est possible, mais je pense que les choses devraient aller vite. Dans la course, il y a les pionniers de l'UDPS et Corneille Mulumba. Le porte-parole détermine à qui revient le poste. Le poste de Premier ministre, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un remerciement à l'un ou l'autre de nos compatriotes qu'on attribue sur cette base-là qu'on attribuerait la primature. Or, aujourd'hui, s'il y a un parti politique bien assis dans le pays, bien présent dans le pays, et dont les leaders peuvent, en tout cas, avoir suffisamment de confiance pour amener la population à patienter un temps soit peu pour que nous puissions faire le processus électoral en paix, c'est bien l'UDPS. L'UDPS a bel et bien été au dialogue. Nous étions là une quinzaine de membres de l'UDPS au dialogue. Certains commençaient à parler de Vital Kamerhe, le chef de l'opposition. Vital Kamerhe n'est pas le chef de l'opposition. Par conséquent, quand nous disons que le poste de Premier ministre n'est pas un cadeau, même si M. Vital Kamerhe a commodéré, il a apporté sa contribution, qui est indéniable à ce dialogue, mais le poste de Premier ministre ne lui revient pas de droit.
Délégué au dialogue de la Cité de l'Union africaine, Corneille Moulumba souffle que le comité de suivi pourrait voir le jour dans quelques heures, alors que le délai de 48 heures accordé par le président Joseph Kabila pour la formation de ces comités a déjà expiré. Alors pour vous, monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, quel est le profil du vrai candidat Premier ministre géopolitiquement? Où vous voulez qu'il soit, qu'il revienne vraiment à l'UDPS, ce poste-là? Je crois que le problème n'est pas d'avoir le Premier ministre. Je disais tout à l'heure, hors micro, que même l'actuel Premier ministre peut toujours nous amener aux élections. Je ne crois pas que ce soit la priorité des Congolais, le profil du Premier ministre. La priorité des Congolais à ce stade, c'est avoir des élections et le plus tôt possible. Et celui qui peut nous amener à ces élections-là, c'est celui qui peut-être peut être le profil, s'il y en a. Mais à ce stade, même le Premier ministre actuel, Matata, peut nous amener aux élections s'il y a la volonté politique. Parce que ça, ce n'est pas la priorité des Congolais, le profil du Premier ministre. Le gouverneur de la Tchouapa, Cyprien Lomboto, a été déchu de ses fonctions par les députés provinciaux suite à une motion de défiance. Avec 12 voix contre 3, l'Assemblée provinciale de la Tchouapa a ainsi entériné la destitution de son autorité urbaine, accusée de mégestion et tant d'autres griefs. Après l'opération des mécanisations des agents et fonctionnaires de l'État issus de la catégorie non payée, intervenue au mois de septembre dernier, le vice-premier ministre en charge du budget a procédé ce vendredi à la poursuite de cette opération. Mais aujourd'hui, l'opération concernait les agents et fonctionnaires de nouvelles provinces démembrées. Ainsi, 10 000 agents sont désormais mécanisés. C'est un reportage de Bienvenue Baboua et d'Alain Zongola. 10 021 agents et fonctionnaires de l'État des non-payés seront désormais mécanisés et pourront toucher leur salaire. Cette mécanisation concerne les secteurs de la santé publique, de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique et de l'enseignement primaire et secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté. Michel Bongongo, ministre du Budget, affirme que cette opération est la suite de celle intervenue au mois de septembre dernier à Kinshasa. Les bénéficiaires de cette deuxième vague sont les agents des nouvelles provinces. Cette mécanisation, correspondant à une enveloppe mensuelle évaluée à 996 932 189 francs congolais. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les missions de contrôle de la paie et le travail de certification de ces résultats réalisés à ce jour vont permettre à une couche supplémentaire de la population congolaise à accéder à un salaire fruit de son travail. Étant donné que la liquidation de la paye est trimestrielle, cette mécanisation prendra effet dès janvier 2017. Mesdames, Messieurs, vous avez sans doute corrigé avec moi, c'était plutôt le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. 48 heures après l'écroulement d'un immeuble à Kassavoubou, les travaux des fouilles des décombres se poursuivent. Les agents de l'OVD et d'une entreprise chinoise conjuguent leurs efforts dans l'espoir de retrouver des survivants. Le dernier bilan fait état en tout cas des 6 morts. Ange Makadi et Eric Kalambay. Sur le lieu du drame, la foule curieuse, impatiente et espère à une scène d'espoir. Elle s'attend voir sortir des décombres un miraculeux. L'opération des fouilles n'est pas visiblement une mince affaire. Les travaux étaient un peu très difficiles, malheureusement qu'on est là. On va se défendre, on est en train de travailler. Bon, on reste avec les poclins, on travaille. Quand les poclins coupent là-bas, ils nous donnent les morceaux, on les prend, on met ça à côté. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais ça nous semble un peu difficile, mais ça va aller. Au milieu de toutes ces personnes anonymes, les intentions des uns et des autres diffèrent. L'affaissement de l'immeuble aurait fait le bonheur des autres. L'endroit est devenu un lieu d'approvisionnement pour certains opportunistes. Barres de fer, briques, carreaux, tôles,
bois sont emportés ou volés. C'est un petit pillage sous les yeux impuissants des personnels de l'OVD et de la société chinoise Machine Congo. Ces agents sont déterminés à poursuivre les travaux jusqu'au dimanche prochain. Les familles des disparus non encore retrouvées n'attendent qu'un miracle. On ne quitte pas encore le lieu du drame. La parcelle voisine de l'immeuble affaissé a été doublement touchée, affectée par le sinistre. Le mur mitoyant avait implicitement contribué à l'écroulement d'une partie de la maison. Le dernier bilan fait état des 6 morts et d'importants dégâts matériels, selon la famille victime de l'écroulement des 7 immeubles. Ange Makadi, Eric Kalambay. Pas d'abri pour la famille de la parcelle voisine. Depuis l'affaissement de l'immeuble qui avait en partage les murs mitoyants, les Kalula passent la nuit à la belle étoile. Ils ont tout perdu. Difficile de déterminer la valeur de biens chiffrés de leur maison qui s'est écroulée en partie. nazali na eloko ata moko te na miniti oyo mpona kokokisa mposa nazalaki nango kala ndenge nazali awa nazosenga ogiste bozoloba nini mpona libota oyo babuki ndako nyonso nazali sikoyo na esika kokende te na bana oyo batikali nazali sikoyo na esika kokende te mpo batya matanga botala bino na kati ya lopango oyo bozomona be na babilii na makambo ebele bozomona be eloko moko eza lisusu awa te. Chez les Kalula, ils ont perdu 6 personnes. 3 autres sont dans un état critique dans l'hôpital général de Kinshasa et à Kalembelembe. On a senti les mouvements à la mur, on a commencé à crier, il faisait très sombre dans la maison, on a commencé à crier au secours, au secours. C'est comme ça qu'on est venu casser les fenêtres et on nous a fait sortir, moi et ma maman. À chaque fois que l'événement me revient, les maux de tête me fait toujours mal. Même la poitrine ici, à des fois je manque même comment respirer. L'affaissement de l'immeuble voisin en construction a laissé à jamais un goût amer à la famille voisine, les Kalula. Ces derniers sont loin d'oublier les drames qui a survenu. L'effondrement de cet immeuble de 5 niveaux s'est réduit au non-respect des normes des constructions et pour éviter ce genre d'accidents, la Société des architectes congolais demande à l'autorité des tutelles de mettre en place un ordre des architectes. Selon le secrétaire général de la structure, cet ordre aura notamment pour mission de recadrer le secteur de la construction. Yannick Mouyamba, Jean-Yves Kamalé et Doudou Kassouba. Le respect des normes de construction devrait être des rigueurs pour éviter l'affaissement de bâtiments, clame la Société des architectes du Congo. Il y a ici manifestement un désordre qui persiste qui commence déjà au niveau de tout le processus, déjà dans la qualité des personnes qui agissent dans la construction, au niveau de l'autorisation de bâtir. Est-ce qu'on respecte? Parfois, une autorisation est donnée pour un bâtiment de 1 étage et les personnes construisent 2 à 3 étages. Il y a un réel problème d'impunité dans cela. Dans l'exercice même de la profession, est-ce que les acteurs, n'est-ce pas, qui travaillent respectent toutes les normes? Est-ce que toutes les parties sont impliquées? On n'a pas eu un tremblement de terre ou un... Non. Il y a des normes qu'il faut respecter. Si vous les respectez, nous n'en arrivons pas à ce type de situation. 5 cas d'écroulement d'immeubles en chantier ont été enregistrés à Kinshasa à l'espace de 8 ans. D'où la Société des architectes du Congo demande à l'autorité des tutelles de réguler le secteur. Notre pays, effectivement, souffre du manque d'un certain nombre d'outils, justement, pour faire face aux challenges, n'est-ce pas, d'un pays moderne. Notamment l'ordre des architectes, n'est-ce pas, du Congo, qui, comme je l'ai dit, vise à protéger la communauté et non pas protéger une corporation. Et nous nous battons justement pour obtenir ça. Je crois que là, les pouvoirs publics aussi doivent faire leur travail. C'est eux qui ont le monopole de la violence, c'est ce que nous avons appris. Et donc à eux, justement, d'agir pour éviter que ces violations de la loi se fassent, malheureusement, au détriment, n'est-ce pas, de la population.
Selon une étude menée dans la capitale, plus de 80% de maisons en construction ne disposent pas de l'autorisation de bâtir, une situation que la structure qualifie scandaleuse. Culture à présent, mesdames, messieurs, lancement aujourd'hui de la première édition African Style, ma culture et ma fierté. C'est un événement qui entre dans la promotion de la culture ici en République démocratique du Congo. L'annonce de la manifestation ou de la première édition a eu lieu ce vendredi. Élisée Mafou et Théodore Chitoli. Valoriser sous toutes ses formes les différents métiers de l'art vestimentaire africain à travers le défilé, conférences et surtout les expositions. C'est dans cette optique qu'apparut la première édition Africa Style. Sur place, on trouve la vente des articles vestimentaires de toutes marques, confectionnés par le styliste, modéliste et couturier passionné congolais. Alors Africa Style se présente comme une plateforme qui permettra et qui permet déjà aujourd'hui à des jeunes gens de venir exposer de leur potentiel. Et vous avez vu avec moi comment est-ce que les exposants nous ont émerveillés avec des objets vraiment formidables, et avec des pagnes, avec d'autres tissus, du raffia et bien d'autres types de tissus qu'ils ont utilisés. Donc Africa Style, c'est vraiment cette plateforme qui se présente et comment dirais-je en un mot, donc qui valorise la culture congolaise, qui valorise la culture africaine, mais par les biais des jeunes gens. Une conférence a été animée à l'occasion pour former, informer et éduquer la jeunesse sur l'influence qu'exerce un style vestimentaire. Bon, mon intervention a consisté à mettre en évidence l'aspect communicationnel qu'a le vêtement. C'est-à-dire comment est-ce que l'habillement peut arriver à véhiculer un message. Et je peux dire que l'habillement arrive à véhiculer un message à travers les couleurs, à travers le style. Il arrive très souvent que quand nous voyons un groupe de gens habillés en noir, on se dit directement « ils sont en deuil, Matanga ». Comment? Parce qu'ils n'ont rien dit. C'est à travers la couleur, c'est à travers l'habillement. Et je peux démontrer que l'habillement, bien qu'il nous sert à cacher notre identité, bien qu'il nous sert à couvrir notre corps, il a une valeur expressive ou une valeur communicationnelle. Ouvert ce vendredi 28 octobre, la première édition Africa Style va se clôturer le dimanche 30 octobre. Voilà, maintenant, nous allons échanger avec vous, Monsieur Jonas Tchombela. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile. Alors, après 48 jours ou environ un mois et 18 jours de débats acharnés à la Cité de l'Union africaine, les dialogues ou les pourparlers ont accouché d'un accord politique, un texte qui est considéré aujourd'hui par plusieurs comme un aboutissement historique plutôt. Est-ce le cas pour vous? Non, ça n'engage que ceux-là qui le qualifient et tout dépend de celui qui qualifie, de ce qui donne comme contenu à cet accord. À mon humble avis, ce n'est pas l'accord historique, c'est un accord. Si déjà près de 10 ans ou 5 ans, on a eu à violer par plusieurs reprises la Constitution de la République, qui est une loi, et comment on peut se dire que c'est un accord historique et par quelle magie on va l'appliquer? Il y a beaucoup d'accords dans ces pays qui n'ont jamais été appliqués, et cet accord-là, il y a des choses. La première, c'est la volonté politique pour qu'on l'applique. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la bonne foi des parties prenantes, ceux qui ont signé. Donc, ça ne devait pas être un événement vraiment... Même en cette période, ce n'est pas un accord historique. Ou non, ce n'est pas historique. Je crois que ce sont des étapes de la vie. Il y aura d'autres questions dans ce pays où on parlera des moments historiques du pays. Là, nous sommes à un moment historique du pays où nous avons failli à organiser des élections. Est-ce que nous pouvons nous vanter pour cela? Je pense que nous devions avoir le profil bas parce que nous avons failli à notre mission. Donc ce ne serait pas un moment tellement historique important. Le moment historique, c'était le moment où on donnait le sourire aux Congolais. Est-ce qu'on a donné le sourire aux Congolais? Les Congolais se déchirent. C'est là le vrai problème qu'il faut résoudre. Donc pour nous, je respecte cette opinion-là parce que la démocratie aussi, c'est aussi ces contradictions-là. J'ose croire qu'ils respecteront aussi ce que je comprends de cet accord. Alors pour vous, qu'est-ce que l'on doit faire présentement? L'accord souffre de beaucoup d'insuffisances. Il y a le problème d'abord de l'acceptation de cet accord pour qu'il soit... Ça, je vous disais tout à l'heure que pour son application, il y a la volonté politique et à la bonne foi de celui qui a signé. Donc, dans ce cas de cet accord, il y a beaucoup de gens qui le contestent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça notre souci d'ailleurs. Il faut que tout le monde s'implique
pour qu'il soit l'accord de tous. Or, dans son élaboration, cet état de choses n'a pas été les préoccupations majeures. Donc, il fallait qu'on parle de comment trouver la possibilité d'impliquer tous pour que ça devienne bien communautaire. D'autant plus que nous entrons dans une période très critique qui n'a aucune prévision au niveau de la Constitution. La Constitution ne prévoit rien en cas des élections. Qu'est-ce qui va arriver au Congo? Vous voulez quoi concrètement? Un autre dialogue Non, je ne veux pas même qu'on parle d'un autre dialogue parce que les Congolais ont un contenu d'un dialogue à eux. La CENCO appelle d'ailleurs à un autre dialogue. Moi, je souhaite, par exemple, qu'il y ait des négociations. C'est l'Église qui appelle d'ailleurs à un autre dialogue. Mais le contenu que l'Église donne est différent que de ce que le commun du monde. Les Congolais, je parle des Congolais, les Congolais estiment quand il y a dialogue, c'est tout le monde qui vient, on va prendre les chefs coutumiers, on va prendre tout le monde, alors que ceux qui sont concernés par la crise qui nous secoue actuellement, c'est l'opposition incarnée par le rassemblement et la majorité présidentielle. Donc moi je pense que le deux pouvait même se rencontrer au lieu de trouver, d'épargner seulement les Congolais des choses que nous avons vécues dans cette ville le 19 et le 20 septembre dernier. Voilà, c'est ça des choses que nous on redoutait mais qui nous sont arrivées. Faut-il continuer sur ce chemin-là? C'est le problème. Donc nous prônons le rapprochement. Parce qu'il s'agit du Congo, des Congolais, ils doivent se parler. Le rapprochement, soyez clair, vous voulez que le président de la République se déplace? Non, mais le président de la République peut lancer il a tous les moyens possibles de déclencher tous ces mécanismes de rapprochement. Donc, il peut rencontrer M. Etienne Tshisekedi, il peut rencontrer M. Moïse Katumbi, parce que c'est deux qui incarnent une grande opinion dans ce pays, les rencontrer, discuter. Le président Kabila incarne une opinion dans ce pays qu'il ne faut pas douter. M. Tshisekedi, la même chose. M. Moïse, la même chose. Les rencontrer au nom de leurs états-majors politiques, discuter du Congo. Ils ne sont pas des ennemis. Pourquoi ils ne peuvent pas se rencontrer, se parler du Congo et commencer à se contester à distance? Donc voilà pourquoi nous, on continue de les appeler à se rencontrer pour épargner le Congolais de ce qui nous est arrivé le 19 et le 20 septembre. Monsieur Tchombela, donc même le sommet de Luanda qui a entériné cet accord, donc vous attendiez à ces résolutions-là de Luanda? Non, le contraire m'aurait surpris, parce que ce qui s'est passé à Luanda, je ne pense pas que c'est eux qui vont voter dans ce pays, c'est les Congolais qui vont voter. Et ce n'est que des partenaires, des voisins, qui ont estimé mettre un point de vue sur un accord qui a été fait, mais ils les ont péchés par la recherche, ils ont même envenimé la situation, parce que nous on estimait qu'ils allaient encore continuer. L'accord est là. Il y a des insuffisances dedans qu'on peut corriger, il y a des choses qu'on peut discuter, mais il y a aussi cette opinion qui pose problème à l'application de l'accord. Est-ce que nous allons y aller par épreuve de force tout en des dégâts que nous connaissons là, en le répétant, ou bien nous pouvons déjà en amont prévenir des choses comme ça. Et ça venait des chefs d'État. Je ne pense pas que c'est même, j'ai entendu là qu'ils vont envoyer les troupes armées dans notre pays, mais encore une fois de plus, c'est encore une façon de se moquer de nous. Et moi, je pense que les chefs de l'État devraient chercher des voies pacifiques possibles qui peuvent nous aider à arriver à la solution et que les Congolais arrivent à se mettre autour de la table ou se rencontrer pour trouver la solution. Quelles que soient les troupes qui viendront, quel que soit leur appui à l'accord, l'opinion est là, qui conteste. C'est ça la réalité du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affronter cette opinion et amortir la chose. Et puisqu'on puisse avancer et qu'on ait les élections le plus tôt possible. Est-ce que nous allons continuer éternellement à nous déchirer sur cette question? En fait, nous sommes attachés à la paix, nous sommes attachés à la non-violence. Nous ne voulons plus voir des scènes que nous avons vécues dans ce pays. Encore une fois, n'oubliez pas, nous avons déjà plus de 6 millions de morts. Nous ne pouvons pas continuer à faire tuer nos frères là où nous avons la possibilité de donner la solution. Mais si le chef de l'État ne fait pas, vous savez, qui a maintenant des tractations pour composer un gouvernement de transition? Est-ce que les candidats qui sera mis ou choisi par le chef de l'État ou au niveau de l'opposition, vu les tractations, pourra apaiser vos esprits? Mais je ne pense pas que nous avions une crise d'un Premier ministre dans ce pays. Nous avions la crise des élections. On n'avait pas la crise d'un Premier ministre. Nous avions un Premier ministre qui a fait preuve de beaucoup de choses que vous connaissez. Vous dites qu'il a fait preuve de beaucoup de choses, mais en même temps, l'autre fois, vous le critiquez parce que c'est lui qui j'ai dit beaucoup de choses, ça veut dire que je mesure ce que je dis. Il y a deux choses que le Premier ministre n'a pas pu. Par exemple, nous amener aux élections. Oui. Voilà. Alors, ça ne relevait pas réellement de sa volonté, ça relevait de l'impulsion politique de sa famille politique, qui n'avait pas cette volonté-là de nous amener à ces élections-là. La crise actuelle n'a pas comme problème le Premier ministre. Elle avait le problème de relance du processus électoral. Comment faire pour que la machine reparte, qui est cette volonté politique? Donc, pour le moment,
On peut avoir un premier ministre, mais écoutez, Matata, le premier ministre Matata, le budget qui est en train de s'achever, 9 milliards. Et là, le budget qui se discute au Parlement, à peu près 4 milliards. Vous imaginez, alors qu'on veut organiser 3 élections dans une même séquence et on présente ces budgets-là de moitié. Vous imaginez qu'on a la volonté politique de résoudre ce problème. Et n'oubliez pas qu'on a déclaré dans ces pays que nous allons financer nous-mêmes ces élections. On va les financer avec 4 milliards. Si avec 9 milliards on n'a pas pu, avec 4 milliards on va le faire. Absence de la volonté politique de regarder le problème en face. Alors, comment voyez-vous ou entrevoyez-vous le destin du chef de l'État au regard de cette critique que vous faites? Mais je pense que c'est un homme d'État, il a fait beaucoup de preuves, près de 15 ans de gestion d'un pays, ce qu'il a compris, ce qu'il doit faire dans ce pays. Et je pense qu'à ce stade, moi, malheureusement, je n'ai pas l'opportunité, et je conseillerais au chef de l'État de rompre son silence sur toutes les spéculations autour de lui, aux spéculations autour de son mandat, les spéculations autour de sa candidature, de rompre le silence, de fixer l'opinion. Voilà, nous voulons cette période qui va être gérée, voilà. Moi, je conjugue mes efforts dans cette direction. Ça casserait toutes ces tensions qui sont dans le pays. Et puis, nous pouvons, peut-être que ceux qui s'agitent, n'auront plus des arguments. Mais comme il a encore gardé le silence, ça nous met dans une situation de spéculation. On l'impute tous les pauvres. Peut-être qu'il n'en a même pas l'intention. Vous voyez ça? Peut-être qu'il n'en a même pas l'intention. Mais moi, je le dis de bonne foi, je n'ai aucun agenda politique, ni de conserver, ni de faire conquérir le pouvoir, mais je suis attaché à la paix de mon pays qui est troublée. Mais l'intention du 3e mandat pour le président de la République n'apparaît même pas clairement dans les accords, encore moins dans la Constitution. Le président a promis de respecter le texte du pays. Mais vous savez que la Constitution, déjà en 2011, on l'a violée. On a ramené le scrutin présidentiel de 2 tours à un seul tour. C'était la violation de la Constitution. Non, ce n'est pas violé. La Constitution, présentement, est mise en parenthèse. Mais c'est ça le problème. Pourtant, nous nous sommes attachés à cette Constitution. Le fait qu'on dialogue, qu'on discute, ça n'a rien à faire avec la Constitution de la République. C'est un problème de retard qui s'est posé, un retard d'ailleurs délibéré, artificiel, qui s'est imposé à nous. Et maintenant, comment faire pour relancer le processus? Ce n'est pas une bonne opportunité pour violer la Constitution de la République. Et même quand on parle de Premier ministre qui va venir de l'opposition, c'est quel texte légal de ce pays qui atteste cela? Ça veut dire que c'est une création d'une nouvelle majorité qui existe. Maintenant, dans la nouvelle majorité, on va y tirer l'élément qui va gérer le Premier ministre. Mais on triche avec l'opposition, ça ne marche pas comme ça. On a créé une nouvelle majorité. C'est ça qu'il faut expliquer à l'opinion. Donc c'est une nouvelle majorité qui s'est créée, ce qui est normal. Les choses dans la politique sont dynamiques. Moi, je ne vois pas ça de mauvais. Mais au moins, ça peut être cela. Si ça peut faire avancer les choses, mais je ne pense pas que ce soit la solution, parce que là, on est en train de tourner autour du pot au lieu d'aller tout droit vers le but. Monsieur Tchombela, vous faites beau comment de parler et vous donnez pas mal de bons conseils. Visiblement, tout à l'heure, vous avez livré un conseil au chef de l'État. Et si on vous proposait de devenir mandataire ou ministre, ou même vous rapprocher du chef de l'État comme conseiller, ça vous dirait quoi, vous? Mais je crois qu'il y a beaucoup de Congolais très intelligents que Tchombela qui peuvent aider ou qui continuent à servir le pays. Tchombela n'est pas la pièce rare de ce pays. Tchombela n'est qu'un citoyen ordinaire. J'estime qu'il y a beaucoup de Congolais qui font des choses formidables, qui peuvent aider. Je ne peux que apporter ma petite contribution modeste, telle que je le dis là. Donc je ne pense pas que je sois l'homme ou la personne qualifiée réellement pour donner la solution magique. Donc je vous pense allez accepter. Non, écoute, le problème, ce n'est pas d'accès. Moi, je ne suis pas dans l'histoire des suppositions, si on vous donnait, si on ne vous donnait pas. Je pars du concret. Pour le moment, ma préoccupation n'est pas ni de participer au gouvernement, ma préoccupation est de qu'on trouve les chemins pour relancer le processus électoral le plus tôt possible. Et c'est ça là ma préoccupation. Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Numérica se réjouit de vous avoir comme invité de ce journal ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous allons à présent lire la presse. Mesdames, Messieurs, les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapilou Tounou et commentés pour vous par Bienvenue Babois. Revue de presse. L'actualité reste dominée par le sommet de Luanda. Certains analystes cités par La Prospérité
pense que le mini-sommet de Luanda laisse derrière lui un goût d'inachevé ou à la limite un goût tout à fait aigre. D'autres estiment que Luanda n'a pas résolu la préoccupation des évêques catholiques et d'autres enfin disent que Luanda a servi de lit au glissement. Ce qui fait dire au journal Congo Nouveau dans son édito que l'Afrique a sa démocratie d'une façon très différente de l'Europe ou encore des États-Unis. Au continent berceau de l'humanité, le jour de l'accession au pouvoir pour un chef d'État est solennel. Le jour de l'équité est un tabou. On s'en fout du calcul du nombre de mandats. Inutile de calculer ces mandats car en vrai croyant, l'Africain est convaincu d'une chose. La Constitution n'est pas une Bible. C'est une simple œuvre humaine, imparfaite, qu'on peut modifier ou changer à l'envie. Dans notre Afrique démocratique, explique le journal, un chef de l'État sortant a un choix puisqu'il a toujours raison. Le choix entre organiser les élections ou ne pas les organiser. Cela peut prendre le temps que ça peut prendre. Selon les dépêches de Brazzaville, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui se dit déçu, on en est un peu plus que jamais convaincu que la rue demeure la seule alternative plausible qui reste pour se faire entendre et changer la donne politique. Et après le feu vert de Luanda, Joseph Kabila est invité à donner le go de la mise en œuvre de l'accord. Forum des As indique que le chef de l'État doit d'abord désigner les 18 membres du comité de suivi. La seconde étape consistera en la nomination du Premier ministre, formateur du très attendu nouveau gouvernement d'union nationale. Au sujet justement de ce gouvernement de transition, la tempête des tropiques semble avoir une idée sur le nombre exact des portefeuilles. En effet, le quotidien note qu'il y aura 60 ministres, dont 4 vice-premiers ministres, 39 ministres et 18 vice-ministres. Mais la question fondamentale est de savoir comment seront repartis les ministères de souveraineté, à savoir le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Défense nationale et des Finances. Terminons cette revue de presse avec le classement Doing Business 2017 qui place la République démocratique du Congo à la 48e place en Afrique. Cette situation, explique Géopolis Hebdo, laisse à croire qu'aucune avancée significative n'a été faite en termes d'amélioration du climat des affaires. Et c'est tout pour ce soir. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient clore cette édition du journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision qui ne cesse de multiplier ses efforts pour vous satisfaire au jour le jour. Au revoir.